Bonjour, bienvenue au musée de la Grande Guerre. Je me trouve à l'entrée de la salle Corps et Souffrance que je vais vous faire découvrir au cours de ce Facebook Live. La salle Corps et Souffrance qui est une des 10 salles thématiques que vous pouvez découvrir au musée de la Grande Guerre. Donc la première vitrine que je souhaiterais vous présenter concerne la blessure. La blessure qui va concerner plus de 20 millions de soldats, de combattants au cours du conflit. Près de 3 millions de soldats français vont être blessés, certains plusieurs fois. Et la blessure qu'on a souhaité représenter au travers la présentation de 2 coiffures, une coiffure française, un cascadrillon, et une coiffure allemande qui ont été percées par des éclats d'obus ou des éclats de balles pour celui-ci, et par la présentation d'éclats d'obus, donc des morceaux d'obus. Quand l'obus est envoyé et explose, il se fractionne en centaines de morceaux qui vont mutiler les chairs, broyer les chairs, et les obus, l'artillerie, sont responsables de 2 blessures sur 3 au cours de conflits, les blessures les plus terribles, les blessures les plus invalidantes. Donc c'est la prise en charge de ces blessés par le service de santé, par les services de santé aux armées, qui sont évoqués dans cette salle, et notamment au fond de cette salle, espace que nous allons rejoindre. Donc on traverse ce couloir pour arriver dans cet espace qui est organisé en 3 séquences. La première concerne la relève des blessés, la seconde, l'hôpital de la zone des armées, et la troisième, les structures sanitaires qui se trouvent à l'arrière. Donc, en 1914, le règlement du service de santé prévoit que les blessés doivent être évacués le plus rapidement possible après des soins sommaires. Mais les premiers combats des premières semaines de guerre, l'emploi de la mitrailleuse, de l'artillerie jusqu'à la démesure va provoquer un afflux de blessés, avec des blessures particulièrement terribles, alors qu'on imaginait que la majorité des blessures seraient des blessures par balle relativement propres, et vont faire que le service de santé aux armées va être totalement débordé et ne va pas pouvoir prendre en charge l'ensemble des combattants blessés. Certains vont rester plusieurs jours sans soins, ne pouvant pas être évacués, et les conditions des combats vont entraîner l'apparition en nombre, en masse, de cas de gangrène gazeuse qui nécessitent le plus souvent des amputations. Donc le service de santé aux armées va prendre en compte ces enjeux, ces problématiques, et va entamer une réorganisation à partir de 1915 qui sera véritablement effective et qui vise à opérer au plus près du champ de bataille le plus rapidement possible, après avoir effectué un tri parmi un triage des blessés. Alors, cette séquence nous évoque la relève des blessés sur le champ de bataille, qui est réalisée par des brancardiers qui utilisent des brancards différents selon les lieux où ils doivent intervenir, qui amènent les combattants dans le poste de secours au plus près du front. Vous avez quelques objets ici qui sont présentés et qui sont notamment des pansements, puisque chaque soldat français avait à l'intérieur d'une poche de sa capote un pansement individuel qui lui servait à faire une première application pour stopper l'hémorragie. C'est illustré au travers cette peinture, cette huile sur toile de l'artiste George Scott, où on voit un soldat français blessé au niveau du visage et qui rejoint à pied le poste de secours en maintenant sa blessure avec son pansement individuel. Donc, dans le cadre de la réforme du service de santé, vont être mis en place des hôpitaux au plus près des lignes de front, et dans lesquels
les soignants, les médecins. Les médecins militaires sont à peu près 11 000 en 1914. Le chiffre va doubler pour arriver jusqu'en 1918. Donc pratiquement 20 000 médecins français en 1918 qui vont, dans ce poste de secours, procéder au tri des combattants, au tri des blessés. C'est un tri qui va véritablement figer le sort du combattant. Il y a différentes catégories de blessés qui sont identifiées. Les intransportables, les transportables après soins, les blessés qui peuvent attendre, enfin différentes catégories et qui déterminent, enfin le tri se fait en fonction de la gravité de l'état du blessé, de son espérance de survie également, et puis aussi des circonstances de l'affluence qu'il peut y avoir au moment en question dans le poste de santé. Et ensuite, une fois que les blessés ont été opérés rapidement, stabilisés, ils vont être envoyés dans les structures sanitaires, dans les hôpitaux de l'arrière. Donc énormément pour faire face à l'afflux de ces blessés et aux problématiques et aux enjeux de handicap. L'objectif, c'est de limiter les handicaps, de limiter les infirmités, de manière à ce que les blessés puissent, une fois guéris, redevenir des combattants, repartir sur le champ de bataille. Donc c'est des établissements hospitaliers qui sont mis en place partout sur le territoire, avec quelquefois des spécialités différentes pour soigner les grands brûlés, pour soigner les amputés, pour soigner, enfin, en fonction des spécialités. Les blessés sont dirigés vers différents hôpitaux qui sont pour majorité gérés, financés et organisés grâce à la Croix-Rouge française qui, grâce à ses soignants, grâce à ses infirmières bénévoles, peut accueillir ces centaines de milliers de blessés et participer à leur rééducation. La Grande Guerre va être marquée par le développement considérable de la chirurgie, par exemple, de guerre, mais aussi par l'apparition de nouvelles méthodes thérapeutiques qui vont imposer la spécialisation des soignants, la spécialisation des soignants, que ce soit pour la rééducation par les massages, que ce soit par les techniques de radiologie qui permettent de mieux identifier les localisations des éclats d'obus et pour mieux les extraire. Donc la médecine et particulièrement la chirurgie vont faire des progrès considérables au cours du conflit. Ce qui nous amène à la question de la rééducation. Alors, c'est l'occasion de présenter de la rééducation et de la réinsertion des blessés, des invalides, qui, dans la vie civile. Alors, il faut savoir que la France va compter près de plus de 100 000 invalides, dont certains, 10 000 à peu près, sont des grands invalides. Donc des personnes qui ne peuvent pas retourner, qui ne peuvent pas redevenir combattantes et qui doivent retrouver un métier, se réinsérer. Donc on leur propose des prothèses pour pouvoir récupérer, enfin être appareillés et pouvoir récupérer l'usage du membre qu'ils ont perdu. Donc là, ici, on a une prothèse d'un soldat qui s'appelait Aimé Gruffat, qui a été donné au musée. Donc il a été blessé par balle au cours de la bataille de Verdun en 1916 et il a dû être amputé de son bras droit. Donc il est appareillé avec cette prothèse qui est vraiment qui est très impressionnante. Et dont le système mécanique, donc avec le bras gauche articulé, permet d'actionner le pouce de la main droite. Donc c'est avec son bras gauche, en le déplaçant comme ça, qu'il pouvait actionner la main articulée.
Donc ces invalides de guerre vont être pensionnés par les États, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir une pension et c'est quelque chose qui va peser énormément sur les budgets des différents États, puisqu'il y a beaucoup d'invalides, de mutilés. Alors l'image la plus emblématique que l'on connaisse des mutilés de la Grande Guerre, c'est évidemment les gueules cassées, 15 000 soldats qui sont blessés de la face et que l'on présente dans cette séquence avec ce moulage en 3 parties qui représente le même soldat à différentes étapes de sa reconstruction faciale du visage par des médecins. Donc les médecins documentaient leur travail en réalisant ces moulages. Donc on voit que la bouche, au fil du temps, commence à réapparaître, à être remise en place. C'est des blessés qui sont particulièrement marquants dans la société et qui symbolisent, ces hommes gravement défigurés sont l'un des symboles les plus tragiques de la Grande Guerre. Un autre exemple, c'est celui du soldat Henri-Jacques Hardouin qui a perdu sa main et qui a été appareillé avec ce qu'on appelle la main nationale, une main distribuée, une main articulée, distribuée en nombre à des combattants. Et cette peinture qu'il a réalisée a été exécutée avec le pinceau tenu dans la bouche, puisqu'il ne pouvait plus, étant droitier, il ne pouvait plus utiliser sa main d'usage. Et il a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Grognards et dans lequel il raconte avec beaucoup d'amertume son expérience de combattant mutilé. Alors la salle Corps et Souffrance est organisée avec une salle qui lui est complémentaire, qui concerne la mort, le deuil et la religion, dans lesquelles on va rentrer, qui est un peu à l'écart. Le son est beaucoup plus doux, l'atmosphère est plus calme, plus intériorisée. On a présenté pour introduire cette salle, on évoque la question de l'identification des combattants. Je vous ai parlé des obus qui déchiquent les corps, qui les broient, qui quelquefois les font complètement disparaître. Et c'est une des grandes peurs des hommes, des combattants sur le champ de bataille, c'est que leur corps ne puisse pas être relevé, que leur famille n'ait pas d'informations aussi sur leur sort. Et donc chaque combattant français entre en guerre avec un bracelet individuel. Donc vous en avez un exemple ici qui concerne un soldat qui s'appelait Roy. Ça c'est le modèle réglementaire qui date de 1881. À partir de 1917, les combattants français sont équipés d'une plaque d'identité secable, c'est-à-dire qu'elle peut être cassée. Donc un morceau reste sur le corps du combattant et l'autre morceau permet de donner les informations pour authentifier le décès du combattant. Donc là, on a une plaque d'identité française auquel a été associée une médaille religieuse. Donc on voit le chevauchement entre la peur et la résurgence de la foi et des croyances pour ces hommes qui vivent dans cet univers totalement déshumanisé, fait de violences, fait de morts quasi quotidiennes. Et pour certains, le retour à la foi, à des pratiques religieuses peut être un réconfort ou un secours. On en a une illustration ici avec ce crucifix qui a été fabriqué à partir d'un éclat d'obus, d'un morceau d'obus,
et qui montre bien le chevauchement entre la crainte de l'obus, qui est le symbole de la mort, et l'espoir que peut apporter la religion. Alors on continue dans cette salle. Qui est totalement à l'écart du reste du parcours de visite. On a cette première vitrine. Là, vous avez un bronze qui a été réalisé par un artiste qui s'appelle Étienne Forestier. Et on a vraiment la représentation de la mort très conventionnelle, c'est-à-dire le soldat qui est fauché alors qu'il avançait, fauché par une balle sur le front ou en plein cœur, enfin à visage ou en plein cœur, alors que je vous ai expliqué que la réalité de la mort au front était totalement différente. Donc ça, c'est une représentation de la mort très conventionnelle. Et là, on a un ensemble qui est vraiment intéressant, où on voit une peinture qui nous montre le général de Castelnau sur la tombe de son fils. Alors le général de Castelnau avait plusieurs enfants, il a eu 9 enfants, mais il a perdu 4 garçons au front pendant la Grande Guerre. Et on a associé cette peinture à ce cadre souvenir qui est attribué à Xavier de Currière de Castelnau, donc un des fils du général de Castelnau, qui en août 1914, était Saint-Cyrien, qui s'est engagé avec toute la promotion Montmirail de Saint-Cyr en disant qu'il allait combattre avec Cazoar et Grand-Blanc, et qui est mort à la bataille de Morhange à la toute fin août 1914, donc quelques mois après le début du déclenchement du conflit. Et c'est vrai que l'image du général de Castelnau a été souvent utilisée, reproduite par la propagande pour montrer que même les officiers supérieurs étaient touchés par la perte, le deuil de leurs parents. Et le deuil donc, concerne une grande partie de la société française, hein, quasiment toutes les familles sont touchées, et on voit apparaître des femmes qui sont habillées en tenue de veuvage. Donc le code du deuil était très strict, hein. Il y avait le grand deuil tout en noir, le demi-deuil, et après toute une chaîne, une manière de s'habiller, donc qu'on a souhaité représenter ici par cette tenue, cette robe de veuve. Et à côté, on présente le buste en marbre d'un sous-officier du 411e régiment d'infanterie, qui était sans doute un élément de tombe qui a été qui a été commandé par la famille pour rendre hommage à son disparu. Et ensuite, on évoque dans cette vitrine la religion qui, je vous ai expliqué, était une source de réconfort, hein, pour nombre de combattants et pour nombre de familles aussi, hein, qui se rassuraient en envoyant à leur père ou à leur frère ou à leur mari au front, soit des médailles pieuses, soit des chapelets. L'aumônerie militaire est extrêmement importante. Donc l'aumônerie militaire concerne toutes les armées et toutes les confessions. Et ces religieux qui vivent au plus près des hommes et qui les accompagnent dans leur foi pour pour leur donner recueillir leurs confessions, leur donner les derniers sacrements, pour accompagner les blessés et les mourants. Ils partagent leurs souffrances. On a représenté ici, on a monté le mannequin d'un aumônier militaire allemand.
On souhaitait évoquer également la confession juive, alors à travers la présentation de cette Tefila du soldat. Une Tefila, c'est un livret de prières à l'usage des militaires israélites en campagne, donc avec les prières à dire à différents moments, et des objets qui évoquent la foi et la confession catholique. Donc, par exemple, avec ce nécessaire, ce coffret qui contient un nécessaire de messe, donc des objets facilement transportables pour pouvoir faire les célébrations dans différents endroits du front. Et les aumôniers sont des personnes très importantes pour les combattants, et certains vont faire l'objet d'une véritable dévotion de la part des combattants. Donc voilà, la visite se termine, et puis n'hésitez pas à venir voir et découvrir le musée de la Grande Guerre et cette salle Corps et Souffrance sur place ici à Meaux. Bonsoir.